Aujourd'hui, l'amiral Sanguinetti va nous parler, je crois, de la France dans le Pacifique. Donc on m'a demandé de venir parler des intérêts militaires, techniques, économiques, culturels, etc. etc. C'est un fait que dans les deux ensembles français, de la Polynésie française et de la Mélanésie, Nouvelle-Calédonie et île Loyauté, que je suppose assez connus de vous tous pour pas vous les remettre en mémoire, vous les redéfinir géographiquement. Dans ces deux ensembles, et pour des raisons différentes, un certain nombre de forts partis, parfois même largement majoritaires chez les autochtones, réclament l'indépendance. Et pour les deux ensembles que nous avons dans le Pacifique, de forts partis métropolitains, s'appuyant sur l'ignorance et sur l'indifférence de l'opinion publique, récusent cette indépendance au nom des intérêts de la France. Ils font ça aussi au nom des droits de la France, mais je ne parlerai pas des droits ce soir, ce n'est pas mon sujet. Et accessoirement, des intérêts à long terme des indigènes. Ces intérêts de la France, ils les qualifient très régulièrement de stratégiques, parfois même de vitaux, parce que ça impressionne beaucoup les gens. Et c'est ça que nous allons tenter, objectivement, d'analyser un peu. D'abord, il faut que je commence par une définition. Je suis désolé. La stratégie, qui est une notion assez confuse en France, c'est quelque chose de précis. C'est l'application de moyens à une politique, à la différence du tactique qui est l'application de moyens à un combat particulier. Cette politique que l'on veut mener peut concerner la défense, peut concerner l'économie, peut concerner le rayonnement culturel ou intellectuel, dont la langue française et l'expansion démographique sont des moyens. Les intérêts stratégiques sont donc les moyens utiles à cette stratégie, et s'il s'agit vraiment d'intérêts stratégiques vitaux, c'est qu'il s'agit de moyens indispensables à cette stratégie. Donc j'ai dit qu'il pouvait y avoir des intérêts de défense. Parlons-en d'abord. Et parlons-en au sens strictement militaire, comme on le fait général en France, alors qu'en fait les intérêts de défense débordent largement le militaire. Il peut s'agir de deux sortes différentes d'intérêts militaires. Il peut s'agir des intérêts de la France seule. Ce sont ceux que l'on brandit en général à propos de la Polynésie, en invoquant immédiatement, dès qu'on en parle, la fameuse sacro-sainte indépendance nationale, qui serait basée sur l'arme nucléaire stratégique de dissuasion. Alors là, on impressionne terriblement le Pékin, dont la crédibilité repose sur la poursuite, ou reposerait sur la poursuite d'expériences qui étaient autrefois aériennes, mais qu'on a rendues souterraines, par conséquent qui ne présentent plus aucun danger, à Mururoa et à Fangatofa. Au-delà de ces intérêts de la France seule, de l'indépendance française, que l'on brandit évidemment surtout ou uniquement pour la Polynésie, il peut s'agir des intérêts collectifs du monde occidental, puisque nous sommes censés appartenir au monde occidental, dans le cadre de l'affrontement géostratégique entre l'Est et l'Ouest, dans le Pacifique comme ailleurs, où la présence et les moyens français, dans nos deux ensembles, tiendraient une place importante. En fait, cette argumentation, pour la première partie, pour la partie nationale, cette argumentation relative à la nécessité d'une poursuite continue des expériences pour assurer la crédibilité de la dissuasion nucléaire peut effectivement impressionner des profanes, c'est-à-dire l'immense majorité, mais certainement pas les initiés. En effet, la dissuasion nucléaire n'a rien d'une affaire mathématique. C'est une affaire de potentialité beaucoup plus que de réalité. La dissuasion nucléaire joue en fait par la possibilité qu'elle existe, sans que l'on puisse approfondir les choses. C'est une notion parfaitement subjective. À partir d'une première expérience réussie, vous êtes classé nation nucléaire et on vous parle avec respect. Ça a été le cas de l'Inde,
qui a fait une expérience avec un engin ou un dispositif qui était grand comme une cathédrale, qui n'aurait jamais pu rentrer dans aucun vecteur pour le transporter. Et on savait que l'Inde n'avait aucun vecteur, n'avait jamais mis aucun vecteur en fabrication. Mais on a classé, dès cette première expérience qui n'était qu'expérimentale, qui n'était qu'une expérience de laboratoire, on a classé l'Inde dans les nations nucléaires. Il en a été de même de la Chine, bon, un peu plus avancée nettement, puisqu'elle a construit depuis quelques vecteurs. Mais enfin, certains vecteurs de la Chine existent au niveau de 2 exemplaires. Par exemple, les intercontinentaux à grande distance, il y en a 2 exemplaires. C'est dire que ça n'est pas du tout, comme on le fait en France, très souvent, un problème de comptabilité comme dans une épicerie, c'est pas un problème de savoir que vaut la tête nucléaire, ça n'a aucune importance. La dissuasion, c'est un fait subjectif parce qu'on a réussi à faire une expérience nucléaire, on est dans le club. Ça peut venir, même sans avoir fait aucune expérience réussie, ça peut venir de la supposition qu'on a acquis par d'autres moyens. La fameuse bombe. C'est le cas d'Israël, c'est le cas de l'Afrique du Sud, qui n'ont jamais fait une explosion nucléaire, mais que l'on classe maintenant parmi les gens qu'il faut respecter, parce qu'ils l'ont peut-être. Et c'est ce peut-être qui fait la dissuasion. Donc, la dissuasion française est une réalité depuis 30 ans, à partir des premières explosions au Sahara, et non pas à partir du centre d'essai du Pacifique, qui n'est venu qu'après. Le perfectionnement des têtes, celui que l'on invoque en permanence pour nous dire qu'il faut continuer, ce qu'on appelle le durcissement, ne rentre lui aussi en compte que de façon subjective, parce que personne ne sait au fond exactement ce qui rentre dans une expérience souterraine que l'on fait. On observe un certain nombre de choses, mais on ne sait pas ce qui a trait là-dedans au durcissement ou à autre chose. Le perfectionnement des vecteurs serait plus objectif. Et il est plus objectif dans la mesure où on peut établir des défenses antiaériennes ou des défenses antimissiles, en théorie. Seulement, les défenses antimissiles sont interdites. Depuis le traité SALT I de 1972, signé à Moscou entre Brejnev et Nixon. Ce qui veut dire que, en fait, quand on vous dit il faut perfectionner pour être sûr que nos engins puissent passer, etc., il n'y a aucune défense qui puisse empêcher les engins de passer. Depuis 1972, il y a quelques engins soviétiques de défense, c'est le traité de 72, autour de Moscou et nulle part ailleurs. Et chez les Américains, il n'y en a même plus, mais enfin, il y a eu à un moment quelques engins de défense autour d'un site de lancement de fusées intercontinentales dans un désert quelconque des États-Unis. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Alors, les engins, quand bien même ils seraient périmés, ils passent. Ils y vont. Seulement, on invoque ça, la nécessité, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer à jouer dans le Pacifique. Deuxième point, depuis de très nombreuses années, les expériences qui se font au CEP ne portent plus sur les armes stratégiques, sur les vraies armes de dissuasion. En fait, depuis plusieurs années, le CEP travaille surtout sur des armes tactiques. C'est-à-dire qu'on travaille à la miniaturisation en volume et en poids de certaines têtes pour certaines puissances, et puis on travaille beaucoup, depuis une dizaine d'années, sur la mise au point d'armes à neutrons, et maintenant plus que jamais, puisqu'elles sont destinées au fameux HADES de la loi de programmation. C'est dire qu'au point de vue de la dissuasion, le CEP n'y travaille plus. Le CEP travaille maintenant sur des armes de combat dans le cadre de ce qui aurait pu être une guerre nucléaire limitée en Europe, mais dont plus personne ne veut plus, sauf peut-être nous. Donc, plus importante devrait être que cette nécessité d'expérience continue devrait être prise en compte l'influence de l'existence même du CEP tel qu'il existe et des expériences qu'il mène sur la santé et l'évolution sociale des populations de la Polynésie. Nous y reviendrons peut-être plus loin si on a le temps. Dans le cadre de nos alliances, le monde occidental contre le monde de l'Est. Situation qui malheureusement se dégrade terriblement ces temps-ci, mais il ne faut pas trop le dire. Comme le disait Régis Debray dans son dernier livre, ces salauds d'en face sont en train de mettre l'Alliance Atlantique en danger de paix.
Et j'ai trouvé cette expression excellente. Donc, pour les affrontements géostratégiques, puisque c'est ce qu'on m'avait fixé comme thème, je préfère dire la situation géostratégique, parce qu'il n'y a pas d'affrontement, en particulier dans le Pacifique Sud, et il ne peut guère y en avoir, on va dire. La caractéristique générale de la zone, en effet, c'est l'immensité. Premier point. L'espace maritime équivaut au tiers de la planète. C'est dingue. Dans cet espace, les distances sont gigantesques. De Papeete à Nouméa, 4600 km. À Mururoa, Papeete à Mururoa, 1500. À Clipperton, 5000. À Los Angeles, 6500. À Santiago du Chili, 7500. À Manille, 6000 km. À Tokyo, 7000. À Honolulu, 6000. À Los Angeles, non, ça c'est pas, je suis en train de vous lire Nouméa. Santiago du Chili, oui, 7500. Honolulu, 4400. Sydney, 6100. Et Auckland, 4300. Nouméa, à la côte d'Australie, 1250 km, au plus près. À Sydney, 2000. À Auckland, 1750. À Manille, 6000. Et c'est intéressant parce que c'est à côté de Manille, ou c'est près de Manille, qui est la première base du monde de l'Est, au Vietnam. À Tokyo, 7000 km. Honolulu, 6000. Et Los Angeles, 9250. C'est un espace immense, mais c'est en plus un espace désert, avec un pourcentage infime de terres émergées à part l'Australie. La Polynésie, avec 170 000 habitants, s'étend sur près du double de l'Europe. Ces caractéristiques de désert, de distance et de dispersion limitent par conséquent considérablement l'emploi possible d'engins de combat. On ne peut travailler dans le Pacifique qu'avec des engins ou aviations à long rayon d'action, si l'on veut travailler à partir des terres sur d'autres terres, ou alors, il faut travailler avec des matériels navals ou embarqués. Dans tous les cas, la France ne dispose pas dans le Pacifique ni de l'un ni de l'autre, et pour certains, pas du tout. Cependant, ces caractéristiques et le fait qu'on ne peut pas employer d'engins qui soient à la portée de la plupart des nations, et que les nations qui en ont peuvent ne pas avoir envie, ou pourraient ne pas avoir envie de s'en servir pour diminuer ainsi leur potentiel, cette immensité pourrait inciter effectivement un certain nombre de gens à un emploi du nucléaire, en se disant qu'au fond, les distances sont telles que ça toucherait relativement peu des populations civiles, pas du tout des centres très habités, etc., que par conséquent, ça peut être une tentation. Et ceci explique les réticences de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à accueillir dans leurs ports les bateaux de leurs alliés américains qui sont, eux, surchargés de nucléaire et dont on sait qu'ils ont une assez fâcheuse tendance, dans certains cas, même sans aucune vérification et sans nécessité, à employer un certain nombre de leurs armes. Pas toujours nucléaire, Dieu merci. Encore que la seule fois qu'on a employé une arme nucléaire, ça n'était pas nécessaire. Pour le reste, ils ont assez souvent employé des armes classiques, dites conventionnelles, sans que ce soit nécessaire. On se souvient par exemple de l'avion de transport iranien qui s'est fait descendre sous prétexte qu'il allait menacer toute la flotte américaine, etc. Enfin, les guerres maritimes, puisque c'est de ça qu'il pourrait s'agir dans le Pacifique, ont une motivation bien précise en premier. C'est l'attaque ou la défense du trafic maritime. Et s'il y a effectivement des trafics maritimes importants dans le Pacifique Nord, où existent des deux côtés d'énormes populations, dont les États-Unis, c'est un fait qu'il y a peu de trafic maritime dans le Pacifique Sud,
si ce n'est un trafic relativement local ou régional de ravitaillement entre différentes îles ou d'un continent comme l'Australie, qui n'est quand même qu'une relativement petite chose. Donc, un affrontement armé dans le Pacifique Sud est peu probable, il est même peu vraisemblable. Pour dissimuler cette absence d'intérêt militaire dans la zone, on emploie donc, en France en particulier, où on adore les slogans, un certain nombre de palliatifs peu argumentés. Vous avez tous entendu dire que la Nouvelle-Calédonie était un redoutable porte-avions qui tenait cette mer. Vous avez entendu discuter assez souvent de l'utilité de bases stratégiques, sans qu'on vous explique ce qu'est une base stratégique. On a brandi, derrière Kissinger, la théorie des dominos. Et on a enfin même été jusqu'à dire que si la France relâchait son étreinte sur la Nouvelle-Calédonie, la Calédonie pourrait devenir, par la subversion, un véritable Cuba du Pacifique. Les gens qui parlent de porte-avions à propos d'une île comme la Nouvelle-Calédonie montrent en particulier qu'ils ne savent pas très bien ce qu'est un porte-avions. La Calédonie peut porter des avions, ça c'est sûr. Elle peut porter des avions sur des bases aériennes. Mais l'intérêt du porte-avions, c'est qu'il bouge. C'est qu'il peut s'approcher de l'ennemi éventuel à frapper. Or, on aura beau invoquer tous les gourous du monde, la Nouvelle-Calédonie ne s'approchera jamais d'un ennemi que nous puissions avoir à frapper. Les seuls qu'elle peut frapper, à la rigueur, si nous avions des avions de rayon d'action suffisant, et nous n'en avons aucun qui puisse faire l'aller et retour. Elle pourrait frapper l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est de relativement peu d'intérêt dans le cadre des affrontements modernes. Les bases stratégiques, c'est un concept du XIXe siècle. Il y a quelque temps, vous avez entendu dire, y compris les ministres, qu'on allait faire à Nouméa une base stratégique. On a envoyé un sous-marin nucléaire pour le prouver, qui a fait la traversée, qui est revenu parce que c'est pas difficile. On sait en gros où est Nouméa. Et puis on n'a plus jamais entendu parler de ça. C'est que, au XIXe siècle, ce que l'on appelait les bases stratégiques, étant donné la lenteur des communications, était indispensable pour assurer le soutien des flottes à grande distance de la métropole, dans les régions où l'on voulait exercer une influence ou prendre des terres. La France a fabriqué, au XIXe siècle, trois bases stratégiques. Une à la Martinique, parce qu'on s'est toujours intéressé aux Antilles, et par conséquent, il y avait à la Martinique une petite base navale, bon, un petit Toulon ou un petit Brest, avec en particulier des cales sèches. C'est ça qui fait la base stratégique au XIXe siècle. Des cales sèches pour pouvoir réparer un bateau. Et puis du ravitaillement pour ces bateaux en question. Une intendance. Donc il y avait la Martinique, il y avait Dakar, sur la route qui faisait le tour de l'Afrique, avant le canal de Suez, bien qu'on l'ait construit après. Et il y avait Diego Suarez à la pointe nord-est de Madagascar. Ça a été nos trois bases stratégiques. Il y a toujours la Martinique, parce qu'on n'a pas pu liquider la Martinique. Dakar, il y a longtemps que nous l'avons cédé au Sénégal, la base de Dakar, qui ne nous servait, du reste, c'est quand même assez curieux, dans le cadre des affrontements Est-Ouest, la base de Dakar servait surtout à entretenir les bateaux soviétiques de pêche et d'observation électronique. On a trouvé quand même à un moment que c'était gros. C'était intéressant sûrement pour les ouvriers de l'arsenal de Dakar, mais du point de vue français, ça ne valait pas l'effort qu'on faisait. Et c'était pareil à Diego Suarez. On entretenait les bateaux soviétiques qui étaient dans l'océan Indien. On a donc rendu ces deux bases à ces deux pays, dont ça a été du coup le principal établissement industriel, très nettement. Et on en est débarrassé. Et on les a remplacés par rien. Parce que depuis la dernière guerre, toute base outre-mer est une chose qui a disparu. C'est sans intérêt. On a créé des choses beaucoup plus intéressantes qui s'appellent les trains mobiles d'escale.
on a un ensemble de bateaux ateliers, de bateaux ravitailleurs et autres. Ça coûte beaucoup moins cher, finalement, à construire qu'une base à terre. Il y a des docks flottants si on veut passer un bateau en radeau. Il y en a du reste un à Papeete. Bon. Il y a du ravitaillement sur des bateaux. Et puis quand on est obligé de partir ou de changer de zone, on emmène son train d'escadre avec soi au lieu de laisser une base inoccupée ou très sous-employée, comme on le faisait à Diego Suarez, par exemple. Diego Suarez pouvait recevoir des porte-avions dans ses bassins de radoux. Mais il n'y a qu'une fois un porte-avions qui a passé 48 heures parce que je l'y avais amené, c'est tout. Et ça n'a jamais servi. Donc, les bases stratégiques, c'est terminé. Il en reste une, en fait, stratégique entre guillemets, à Papeete. Mais à Papeete, c'est pour soutenir le CEP. Et ça entretient non pas tellement les bateaux de la flotte française, parce qu'il n'y a que des mouilles-culs là-bas, il n'y a pas d'escadre là-bas. Ça entretient les bateaux qui ont été fabriqués par la direction des centres d'essais nucléaires, et qui sont armés par la marine, mais que la marine n'a pas payé parce qu'ils ne sont pas à elle, qui ont été fabriqués pour assurer les ravitaillements ou les rotations de Mururoa, de Fangatofa, etc. C'est ceux-là qui sont à Papeete, avec un arsenal où il y a en gros, si je me souviens bien, 220 personnes, voilà. Donc voilà pour les bases stratégiques. La théorie des dominos, elle est intéressante, parce que le domino, tout le monde sait ce que c'est. Et effectivement, quand on aligne des dominos, quand on en fait tomber un, les autres suivent. Mais ils ne suivent que si en tombant, ils touchent l'autre. Il faut que les dominos soient jointifs pour que ça marche. Et ça, Kissinger n'y a jamais pensé. C'est là qu'il y a eu les fameuses déclarations de notre ami Pasqua, l'indépendance de la Corse, de l'indépendance Bastia, passe par Nouméa, etc. Les conneries, quoi. Bon. En fait, si l'on voulait parler de domino pour la Corse, ça c'est la Sardaigne. La Sardaigne qui est infiniment plus prospère et qui est autonome. La Sardaigne qui a 2 millions d'habitants contre 140 000, qui a 2 millions de têtes de bétail contre environ 100 000, y compris les poules et les canards. Ça, d'accord. La Sardaigne qui se développe, toutes les îles de Méditerranée, qui se développent en population. Alors que la Corse est la seule qui diminue. Ça pourrait faire un domino. Mais personne n'y pense parce que ça veut dire autonomie. Les dominos de Nouméa, ça pourrait être effectivement les pays mélanésiens indépendants. D'accord. Les dominos de la Martinique et de la Guadeloupe, on les trouverait plutôt du côté des Caraïbes, en Guyane par exemple. En Guyane, ou bien toutes les autres îles. Ce sont les seules îles, les nôtres, qui ne sont pas indépendantes. Bon, ça pourrait faire une incitation, c'est à côté. L'exemple est sous les yeux. Quant à Cuba, Cuba a une différence essentielle avec la Nouvelle-Calédonie. C'est que Cuba, d'abord, ça a 114 000 km², au lieu de 8 000. C'est quand même très grand, c'est 1/5 de la France, c'est la moitié de la RFA. C'est 2 fois le Benelux. C'est pas énormément peuplé, il y a 10 millions d'habitants quand même. Ça ne ressemble pas du tout à la Nouvelle-Calédonie, et puis surtout, c'est juste à côté des États-Unis. Autrement dit, quand les Russes avaient essayé d'y mettre des engins de relativement faible portée, parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire autre chose que des engins de portée dite intermédiaire ou moyenne, bon, ça pouvait frapper Washington ou New York. Ça, c'était un problème, effectivement, militaire et stratégique. La Nouvelle-Calédonie, admettons que nous y mettions des engins, eh ben, nous pourrons frapper toujours les mêmes, nos malheureux alliés qui ont le tort d'être à côté de nous, la Nouvelle-Zélande et puis l'Australie, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon. Donc, des slogans. Des slogans pour essayer de défendre une mauvaise cause. En fait, le Pacifique Sud est un lac australien et néo-zélandais, accessoirement américains qui ont une présence, en particulier à Samoa, et puis parce qu'ils ont des bateaux, qui sont la plus forte marine du monde, de très loin, la plus nombreuse de très loin, qui peuvent se promener partout. Et nos forces à nous, que ce soit à Papeete et à Nouméa réunis, ne sont qu'un petit ensemble de mouilles-culs et de barques, à côté des 2 marines, petites marines, mais infiniment plus grandes, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui représentent quand même, disons, une vingtaine de frégates, 25 escorteurs, 25 patrouilleurs, etc. Quant au Pacifique Nord,
quand on veut bien se pencher sur la carte, Pacifique Nord, où effectivement, il y a un contact Est-Ouest, un face-à-face Est-Ouest entre Américains et Soviétiques, ça oui. En raisonnant toujours dans le vieux système, ou dans le système en train d'évoluer, où le soviétique est en principe une menace pour le monde libre, alors qu'il y a longtemps qu'un certain nombre de gens disent que c'est plutôt le contraire. Le Pacifique Nord, c'est un lac américain, à la suite d'une politique étalée sur plus que des décennies, presque sur des siècles, où les Américains, chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser quand une nation européenne perdait une guerre dans ces parages. Indépendamment de l'occupation de Hawaï qu'ils ont faite à un moment, occupation coloniale au départ, même si aujourd'hui c'est un État, ils ont ramassé bien sûr les colonies espagnoles après la guerre hispano-américaine. Ils ont ramassé toutes les colonies allemandes du Pacifique après la guerre de 14-18. Et ils ont ramassé tout ce qui pouvait rester comme île dans le Pacifique Nord après la guerre de 39-45 contre le Japon. Ce qui fait qu'actuellement, toutes les îles du Pacifique Nord sont des bases américaines. Depuis Midway jusqu'aux Philippines, où, bien qu'ils aient donné l'indépendance aux Philippines, ils ont gardé les deux plus grandes bases extérieures qui existent au monde. Subic Bay pour la marine américaine et Clark Field pour l'aviation américaine, face au Vietnam. Par ailleurs, les bases de l'URSS, limitées pratiquement à la presqu'île du Kamchatka, puisque Vladivostok est enfermé dans une mer fermée et qu'on passe par tous les détroits, il faut passer par les détroits du Japon pour en sortir, Japon allié des États-Unis, l'URSS est entièrement bloquée, sauf au Kamchatka, en mer fermée. Quant à la balance des forces, elle est écrasante, comme la situation géostratégique en faveur des USA, puisque les États-Unis sont de très loin la plus forte flotte du monde, à peu près le double de la flotte soviétique. On parvient à tromper les gens, si vous voulez, en faisant un décompte des bateaux. Vous voyez souvent ça dans les journaux. Les soviétiques ont 1100 bateaux et les Américains n'en ont que 800. Oui, mais les Américains ont 800 bateaux atteignant jusqu'à 100 000 tonnes, tandis que les soviétiques ont 1200 bateaux, dont à peu près les 3/4 sont de la taille d'une barque et tiendraient dans cette pièce. C'est ce qu'on appelle des vedettes côtières, par exemple. Et ça compte un pour un, n'est-ce pas? Donc, dans tout ça, nous sommes dans les slogans. En fait, s'il y avait un danger quelconque, possible, stratégique, dans le Pacifique Sud, nous ferions partie de l'ANZUS, comme nation européenne. Or, personne ne nous a demandé d'y être, et nous n'avons jamais cherché à y être, parce qu'on n'en a que foutre. Il y a déjà... L'ANZUS, c'est l'alliance. C'est l'alliance alliance entre la Nouvelle-Zélande, NZ, Australie A, et États-Unis, US. Qui date de 1951. Donc plus intéressant, certainement, que l'intérêt militaire pourrait être l'intérêt économique, que mettent souvent en avant les tenants de notre grandeur, et parfois en termes délirants. Je suis très tenté, ça va peut-être nous faire perdre 5 minutes, mais je crois que ça vaut la peine, à titre anecdotique pour vous distraire, de vous raconter le colloque du 8 février 1985 au Sénat, sous la présidence d'Alain Poher. Colloque organisé par l'Association pour le respect des lois de la République, tenons-nous bien, avec le soutien des établissements Ballande de Bordeaux. De Bordeaux, hein. Donc totalement désintéressés. Les travaux ont été ouverts par M. Martinez, président de l'association. Et c'est très beau. Moi, j'ai la larme chaque fois que je lis ça. Comme si la France, venue de Bouvines et rassemblée derrière l'oriflamme de Saint-Denis, pouvait s'arrêter devant le t-shirt d'Éloi Machereau. Évidemment inacceptable. L'héritage des Bourbons ne peut pas se terminer dans le bouffon.
La seule vraie question de fond que pose la Calédonie, c'est: la France a-t-elle besoin d'elle pour poursuivre son destin? La France peut-elle rendre son avenir de grande puissance tributaire des agitations et des volontés de l'équivalent exotique de Quimper, Niort ou Créteil? Qui pourrait l'admettre? Et après une nouvelle envolée lyrique, dont je vous fais grâce, qui énumère les pages glorieuses de l'histoire de France de Clovis à Mururoa, en passant par le panache blanc du bon roi Henri, on a enfin la réponse. Pour rester une grande puissance, la France a besoin notamment de la Nouvelle-Calédonie et de ses 2 millions de kilomètres carrés de territoire maritime. Tout le reste est intendance. En termes moins délirants, dans Le Monde du 26 février 1985, c'est-à-dire quelques jours après, un de mes collègues, amiral, dont je vous tairai le nom, parce que je ne veux pas être méchant avec M. Bigot de Cazeneuve, pose à son tour avec sérieux le problème des zones maritimes exclusives. La France a le 2e domaine maritime du monde, c'est vrai. Dans le Pacifique, aux 2 millions de kilomètres carrés de la Nouvelle-Calédonie, s'ajoutent les 5 600 000 kilomètres carrés de la Polynésie. Et il est évident que ça, c'est la fortune économique pour la France. En fait, ce qu'offrent les zones maritimes exclusives dans le monde entier, je ne sais pas si vous savez ce que sont les zones maritimes exclusives. Depuis qu'on a révisé le droit maritime international, avant qu'il y ait eu cette discussion à l'ONU qui a duré des années, les nations riveraines avaient droit à ce qu'on appelait des eaux territoriales. Les eaux territoriales, de temps immémorial, s'étaient calculées sur la portée d'un canon de défense maritime. C'est-à-dire que c'était 3000 nautiques. 3000 nautiques, c'est-à-dire un peu plus de 5 km. Et la souveraineté s'arrêtait là. Depuis, la portée des canons ayant augmenté, dans la discussion, un certain nombre de nations ont pris sur elles de déclarer que désormais, leurs eaux territoriales atteindraient pour certaines 6000 nautiques et pour d'autres 12 000 nautiques. C'est notre cas. Les États-Unis ayant refusé l'extension au-delà de 3000 nautiques. Parce qu'ils s'en foutent, parce qu'au-delà des 3000 nautiques, c'est eux qui sont les patrons. Donc, dans cette discussion qui a été menée par le tiers-monde ou par des nations du tiers-monde contre un certain nombre de nations repues, on a fait une nouvelle définition ça avait été lancé par le Chili. Le Chili avait un jour déclaré unilatéralement qu'il étendait sa souveraineté à 200 000 nautiques. C'est-à-dire 360 km en gros. Et je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait eu des drames parce que du coup, il avait sauté sur les baleiniers d'Onassis, il avait sauté sur un certain nombre de choses qui travaillaient dans les 200 nautiques. Et c'est ce qui avait permis de traiter la question au plan international. Il faut toujours que quelqu'un fasse une connerie pour que ça vienne au plan international. Sans ça, tout le monde s'en fout. Donc, au cours de la discussion, entre les 77 en particulier, dirigés par l'Algérie et puis les nations occidentales, on a admis, une fois pour toutes, non pas que les eaux territoriales s'étendraient à 200 000 nautiques, mais que ce qu'il y avait dans la mer et au fond de la mer, jusqu'à 200 000 nautiques, appartiendrait exclusivement à la nation riveraine. Son exploitation et la possession des richesses en question. Voilà. Il y a aussi des histoires de plateau continental et tout, mais ne poussons pas trop loin. Donc, ces zones maritimes exclusives, qui veulent dire que vous êtes, vous, le patron du pétrole qu'on peut trouver jusqu'à 200 nautiques, vous êtes le patron des poissons et de ce qu'il y a au fond. Par exemple, les langoustes, quand elles sont posées au fond, elles sont à vous aussi. Ce qu'on trouve au fond des mers, il y a 3 catégories de choses. Vous avez le pétrole offshore. Vous avez la pêche, ce qui n'est pas négligeable. Un certain nombre de nations tirent évidemment beaucoup plus de choses de la pêche que nous. L'Union soviétique ou le Japon, par exemple. Et puis vous avez ce qu'on appelle les minéraux qui sont au fond des mers, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Il existe au fond des mers des espèces de boules de métal, d'alliages de métaux,
dont on ne connaît pas très bien l'origine, qui tapissent le fond de certaines mers en quantité considérable, on a estimé en gros la quantité, le poids des nodules métalliques du fond des mers à 1500 milliards de tonnes, ce qui est quand même quelque chose de très gros. Et ces nodules métalliques sont composés de métaux pratiquement purs. Une grosse majorité de manganèse, mais aussi tous les métaux précieux que l'on tire actuellement d'un certain nombre de nations du tiers-monde. Tous les cobaltes et autres. Et par conséquent, ça posait un sacré problème international, parce que, au fond, si un jour on exploite ça, on tuera définitivement le peu de ressources qui peut rester à certains pays du tiers-monde. Et c'était ça le problème qui se discutait dans cette histoire de droit international. Donc, pétrole offshore, pêche, minéraux, des nodules métalliques. Pétrole offshore, il n'y en a pas autour de nos îles du Pacifique. En tout cas, on le dit. S'il y en avait, on peut penser qu'il ne serait pas exploité, de peur qu'il excite la fièvre des indépendantistes. Et nous en avons eu l'expérience pas très loin de la France, puisque Total qui a effectué un certain nombre d'explorations de pétrole dans le golfe du Lion, a aussi obtenu la concession de l'exploration du pétrole le long de la côte orientale de la Corse. Mais il n'a jamais obtenu le droit d'exploiter ce droit. Parce que le raisonnement gouvernemental était, si on trouvait du pétrole au large de la Corse, ces imbéciles indépendantistes diraient « nous pouvons donc être indépendants ». Il est possible qu'il puisse y avoir des raisonnements du même ordre à grande distance, surtout qu'on y parle aussi d'indépendance. Ce qu'il y a sûrement dans les eaux de nos terres du Pacifique, c'est du poisson et des crustacés. Mais ça, il faut dire que ça n'intéresse pas beaucoup les Français métropolitains. La pêche meurt déjà en France, on ne va pas s'amuser à aller la pratiquer là-bas. Bien sûr, cette pêche pourrait intéresser les indigènes. Mais si le poisson n'intéresse pas les Français, en tout cas la pêche au profit des indigènes n'intéresse pas la France. Les nodules métalliques, je vous l'ai dit, représentent une réserve de 1500 milliards de tonnes de métaux au fond des mers. Les principaux gisements sont effectivement dans le Pacifique, soit dans notre zone économique exclusive, soit en dehors, mais peu de nations pourront peut-être un jour être en état d'exploiter ces nodules par plusieurs milliers de mètres de fond. En tout cas, aujourd'hui, on a beau en parler et en parler abondamment depuis des années, c'est encore impossible à exploiter sur un plan industriel et rentable. On fait des expériences, bien sûr, on a des bateaux qui pêchent des nodules, mais ceci dit, ça n'est pas, c'est à petite quantité, c'est expérimental. En conséquence, tous ces gens qui nous parlent des zones maritimes exclusives et de l'intérêt économique oublient de préciser que la France n'a pas activé ces zones économiques exclusives. Elle n'exerce pas son droit théorique de souveraineté sur leurs ressources. Nous n'avons activé pratiquement qu'en Atlantique autour de nos côtes. Nous ne l'avons même pas activé en Méditerranée. Et là-bas, pas du tout. Et au lieu d'encourager la pêche indigène, encore que maintenant il commence à y avoir des essais en Nouvelle-Calédonie, en particulier des gens qui ont envie de lancer des affaires de pêche, puisque ça donnerait des ressources et de l'emploi, nous laissons pratiquement libres de travailler dans nos zones maritimes exclusives les pêcheurs japonais et coréens dans le Pacifique, qui eux alors font la razzia. Nos regards se portent plutôt sous l'impulsion du CNEXO et aujourd'hui de l'Orstom et de l'Ifremer
nos regards se portent plutôt sur l'aquaculture. Aquaculture qui n'a pas besoin justement de zones maritimes exclusives, puisqu'elle se travaille sur les côtes, dans les eaux territoriales. Et on peut ranger dans l'aquaculture, pour la Polynésie, effectivement, l'exploitation, la greffe des perles noires qui se pratiquent en Polynésie depuis 1972 et qui intéressent bien sûr la joaillerie et la bijouterie. Enfin, tout ça, on ne peut pas dire que ce soit du travail économique au profit des populations indigènes. Et nous y reviendrons. Au-delà des zones maritimes exclusives, qui apporteront peut-être un jour la richesse à nos îles ou à leurs habitants, il y a quand même d'autres secteurs économiques possibles, où il y a eu. Le premier appartient au passé. C'est le fameux nickel de la Nouvelle-Calédonie, qui, après avoir soulevé des espoirs insensés, pour lequel on a remis en question, dans les années 60, le statut du territoire. Calédonie qui possède le tiers des réserves mondiales, qui a réduit la dépendance de la France à 20% pour ce métal-là, mais qui subit une vive concurrence de l'Indonésie et du Canada avec des minerais de qualité meilleure. Ce qui fait que le nickel ne fait plus actuellement, alors qu'il a assuré presque toutes les ressources du territoire, le nickel ne fait plus que 12% du PIB du territoire, et le nombre d'emplois liés au nickel s'est réduit de 8 000 à 3 000. Un autre qu'on vous brandit toujours, c'est le tourisme. Chaque fois qu'il y a une île et du soleil, on vous parle de tourisme. Mais du fait de l'éloignement et du prix, ce tourisme plafonne à Tahiti, disons à 100 000 touristes par an, et en Nouvelle-Calédonie, à beaucoup moins. Ça peut être valable. À Tahiti, vous rencontrez surtout du touriste américain, qui du reste ne sort pas de ses hôtels. Bon, il vient, il s'enferme dans l'hôtel, on fait venir un groupe de danse. Tout ça se poupoune, comme on dit en Languedoc. Et puis le groupe de danse repart de l'hôtel, et les Américains sont contents, ils ont vu le pays. Seulement, ce tourisme, comme partout maintenant, apporte peu au pays dans la mesure où les transports aériens en particulier sont assurés par des compagnies nationales ou internationales. Il en va de là-bas comme de l'Europe ou de l'Afrique. Les hôtels appartiennent à des chaînes hôtelières, nationales ou internationales, et sont construits par des sociétés internationales de construction qui amènent à la fois les hommes, le matériel, etc. Quant à l'agroalimentaire nécessaire pour faire vivre les gens dans les hôtels, il est aussi, pour sa majeure partie, d'importation. Donc le tourisme, c'est bien, ça rapporte beaucoup de fric à la nation tutélaire ou à un certain nombre de sociétés multinationales, mais ça ne rapporte pas de fric, ou très peu, aux gens sur place. Et c'est vrai partout. Alors il nous reste à voir rapidement le fameux domaine culturel, la francophonie, le rayonnement intellectuel de la France dans le Pacifique Sud. Au contraire des autres régions du monde, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, où ce rayonnement culturel et intellectuel est basé sur un usage ou une connaissance de la langue française par les populations locales ou par des élites locales. En fait, il faut bien admettre que dans le Pacifique Sud, les 350 000 francophones de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et de Futuna et de la Polynésie sont perdus au milieu de 20 millions d'anglophones. On a bien essayé au XIXe siècle
de faire des colonies de peuplement, soi-disant, à partir de la Nouvelle-Calédonie. Mais enfin, ça a plutôt foiré, puisque nous restons maintenant avec une infime minorité face à des pays comme l'Afrique, ou la Nouvelle-Calédonie, ou la Nouvelle-Zélande, où les Anglais d'origine se comptent par millions. On aurait pu rattraper les choses, en dépit de cette faillite de la démographie d'origine française. On aurait pu la rattraper par une expansion culturelle mettant à la disposition de populations indigènes du Pacifique Sud les moyens d'instruction, les moyens de la culture, que ce soit les écoles ou des universités, ou au moins une université. En fait, nous avons même refusé les écoles à nos ressortissants. Alors ça n'a pas été très loin. Et ça n'est certainement pas des palliatifs tardifs comme la fameuse circulaire Messmer de 1972, préconisant de faire venir des Français de métropole en pagaille. Ils sont venus en pagaille, ils repartent en pagaille, qui pourra changer les choses. La question qui se pose sur le plan culturel, c'est est-ce qu'on peut espérer conserver une influence culturelle, ou l'établir, en menant une politique qui heurte les communautés du Pacifique Sud, que ce soit les nations mélanésiennes ou que ce soit les nations du Forum du Pacifique Sud. L'avenir nous dira si nous changerons notre façon de procéder suffisamment pour pouvoir non pas acquérir une influence culturelle accrue, mais même conserver le peu que nous pouvons avoir là-bas. C'est très loin d'être sûr, en tout cas ça dépendra beaucoup de la période actuelle. Au total donc, je continue ? Oui, vas-y. D'accord. Au total donc, nous avons surtout là-bas des intérêts privés. Les intérêts nationaux sont beaucoup plus illusoires et contestables. Il y a l'intérêt de ceux, c'est pas négligeable, qui sont vraiment de là-bas, pas qui sont allés récemment pour y faire une fortune rapide et repartir, ceux qui sont vraiment de là-bas et qui ont peur de l'avenir. Il y a l'intérêt beaucoup plus contestable de tous ceux qui font de l'argent et qui profitent des fonds d'État, du pillage des fonds d'État, comme dans tous ces pays assistés. Et puis, il y a effectivement l'intérêt d'un certain nombre de personnels, militaires ou fonctionnaires, j'aime bien le rappeler régulièrement, militaires ou fonctionnaires, qui trouvent là-bas, disons, les moyens d'une retraite plus confortable que celle qu'ils auraient s'il n'y avait pas ces îles. Par exemple, je disais tout à l'heure qu'à l'arsenal de Papeete, il y a environ 220 individus, ils y sont désignés pour 5 ans. Alors 5 ans de leur vie, avec solde double et pas d'impôt, ça leur permet de se constituer un pécule. Bon, on ne peut pas leur reprocher. C'est la République qui fait ça. Bon, elle pourrait ne pas le faire. Donc, c'est aussi vrai des militaires. Ils ne font pas 5 ans, les militaires, ils font 2 ans. Mais même 2 ans, avec solde double, pas trop de dépenses et pas d'impôts, ça permet aussi de constituer un pécule. Et pendant ce temps-là, on bâtit la petite maison en Bretagne ou à côté ou en Provence, un petit mât ou un truc là. C'est ça, au fond, l'intérêt. C'est le vrai problème. C'est celui qui suscite les passions patriotiques de la plupart des gens liés à l'État et qui fait des militaires des alliés inconditionnels des brasseurs d'affaires de Nouméa. Bon. On peut espérer, ou il faut espérer, que cette question se résoudra un jour dans un sens plus satisfaisant et en tout cas plus honorable. Voilà. Nous sommes déformés dès l'enfance en France. Nous sommes déformés par l'éducation que nous recevons. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point l'éducation française est un panégyrique de la grandeur française. À quel point c'est une éducation militariste. À quel point le fonctionnement de ce pays et les réactions des municipalités sont des réactions militaristes. Moi, je suis bluffé de voir, par exemple, dans les rues de Paris, les noms des rues, le nombre de maréchaux ou de généraux dont personne n'a jamais entendu parler, le nombre de badernes extraordinaires qui ont actuellement des plaques de rue.
hein. Et au contraire, les culs de basse-fosse dans lesquels on a mis des gens comme Watt, hein, Watt en particulier, je passe devant, c'est absolument extraordinaire. C'est une rue où il n'y a que des entrepôts, pas une maison, etc., en bordure de Paris. C'est fou comme différence. Je suis toujours étonné de voir la différence qu'il peut y avoir entre les grands savants français, hein, et le sergent Bobillot, qui a une des principales artères de Paris. C'est une éducation au départ, et si je lisais tout à l'heure le fameux colloque du Sénat, c'est parce qu'il traduit tout à fait la mentalité de nombreux Français. Nombreux Français. Là, nous avons entendu dire 20 fois dans les dernières décennies, si nous perdons ceci, la France est foutue. Bon, c'était vraiment le moment de l'Algérie. Marseille allait fermer. Marseille est toujours un des principaux ports européens, bien sûr. Bon. Mais tout est toujours lié pour nous à la présence de 3 laboureurs de l'autre côté des mers. Et je crois que si un gouvernement français reconnaissait que la Nouvelle-Calédonie ne sert à rien qu'à coûter de l'argent, ce gouvernement serait très vite balayé. Je crois que la survie aux prochaines élections d'un gouvernement, y compris celui de Rocard, est liée à dire que la grandeur française dépend de la Nouvelle-Calédonie, dépend de Mururoa. C'est ça le fond du problème grotesque, du problème idiot que nous soulevons en permanence, mais c'est ça la chose. Ils jouent leur survie politique. Alors, mon Dieu, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas eux que ça coûte, alors tant pis. De toute façon, je crois que Rocard, dans 10 ans, il sera un peu dépassé quand même, peut-être, non? Avant de continuer la discussion, j'avais juste un petit commentaire à apporter en complément sur la question des fonctionnaires, parce que je me suis un peu occupé d'histoire coloniale française, en particulier en ce qui concerne l'Indochine. Et j'avais étudié ça déjà il y a longtemps. Et c'est vrai que ce genre de relation entre un projet colonial et une couche sociale privilégiée, ça fait partie d'un certain style colonial français, de même qu'il y a un style colonial allemand, de même qu'il y a un style colonial anglais. Le colonialisme anglais, c'est un colonialisme de gentleman. On peut traverser l'Inde anglaise à l'époque coloniale. Moi, je n'ai pas vu un seul blanc dans l'Inde anglaise de l'époque coloniale. Bon. Tandis qu'en Indochine, on tombait sur le petit gabelou blanc, le petit gardien de prison blanc, le petit policier blanc. Et ce caractère, de même par exemple que le colonialisme allemand, c'était essentiellement un colonialisme d'hommes d'affaires qui pressurait, qui faisait de l'argent, les grosses compagnies de commerce et de plantation. Le colonialisme portugais, c'est un colonialisme de métissage. On se mélangeait et on restait longtemps d'ailleurs. Et j'avais appelé ça le caractère prébandier, ça fait allusion à une institution de la France d'avant 89, du colonialisme français. Et tout ce qu'on vient de dire est intéressant parce que ça montre que c'est une idée dont d'ailleurs j'ai souvent discuté avec Alban Bensa, c'est que pour une réflexion un peu plus musclée sur la Calédonie, on aurait intérêt à faire un peu de comparatisme. Et on aurait intérêt à regarder d'un peu plus près l'Indochine, parce qu'il y a des points communs. La rue Catina, elle a un côté Nouméa et réciproquement. Je parle de la rue Catina de la belle époque coloniale pour ceux qui ont connu l'Indochine avant 1946, avant le début de la guerre avec le Viet Minh. Et le statut de territoire d'outre-mer est un statut transitoire qui ménageait une transition, une évolution vers l'indépendance qui avait déjà été suggérée dans la Constitution de 1946 et soulignée par le statut de fer de 1956 et repris d'ailleurs par la Constitution de 1958 que les Kanaks avaient votée. C'était destiné à préparer l'avenue vers l'indépendance avec une formule avortée qui était un Commonwealth à la française qui s'appelait Communauté française qui n'a pas duré un an. Mais par contre, le statut de territoire d'outre-mer, ça a réellement fonctionné. Dans les années 60, tous les tomes sont devenus indépendants. Et dans les années 70, ceux qui avaient été laissés un peu en arrière, tels que les Comores, tels que Djibouti aussi. Et le Pacifique, non. Il n'y a que le Pacifique dans lequel le statut de Tom a été pérennisé, alors qu'il n'était pas du tout fait pour ça. Il a été détourné, comme c'est un détournement d'intérêt au niveau de l'État, au niveau des conceptions politiques les plus profondes. Bon. Alors, pourquoi? C'est évidemment pour Mururoa. Hein. Et pour le nickel. Et pour le nickel, on peut discuter, mais je pense que c'est une discussion qui ne mènera à rien, de savoir si les lois de 63, qui reprenaient ce qu'on avait donné aux Kanaks en 58 par le fait qu'ils avaient voté le référendum, et ça continuait les lois de fer de 56, étaient plutôt motivées
seulement par le nickel, c'est sûr que ça jouait, c'est dans la loi Jacquinot, mais aussi par Montruroy. Moi je dis que c'est pas innocent ce synchronisme, que c'est l'année d'après l'installation de la base nucléaire à Montruroy, que par une théorie vicieuse et domino, je veux bien qu'elle est vicieuse, mais dans leur esprit, c'est toujours le vrai faux passeport, ça fonctionnait quand même. On s'est dit, si on lâche en Calédonie, alors on est menacé à Montruroy, surtout qu'à ce moment-là, il y avait un mouvement indépendantiste en Polynésie plus fort qu'en Calédonie, c'était le mouvement de Puvana-Opa, le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes, RBDT. Bon. Alors, tout ça, ça fait partie de l'ensemble. Et l'exception qui confirme la règle, c'est les Nouvelles Hébrides. Parce que c'est vrai qu'il y a eu transition pacifique en Afrique, mais il y a aussi les Nouvelles Hébrides. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Anglais. Et parce qu'il y avait le condamnation. Qui nous l'ont imposé. Absolument. On ne pouvait pas faire autrement. N'empêche que c'est le seul tome du Pacifique qui a été liquidé. Et on n'a pas pleuré dessus finalement. Et parce que c'était un condominium franco-anglais. Et c'est vrai qu'on a essayé, on a quand même essayé de manœuvrer des mouvements séparatistes dans 2 petites îles qui s'appellent Tanay Santo, etc. Mais enfin, finalement, les Nouvelles Hébrides, on y a renoncé. Donc, ce n'est que l'exception qui confirme ce statut tout à fait anormal de tome, cette pérennisation du statut de tome dans le Pacifique. Alors, moi, je pense qu'il n'y a rien derrière ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a toute une construction idéologique, institutionnelle, mythologique qui est très lourde et qui a des aspects militaires que vous avez analysés, les nodules, tout le monde en a entendu parler, même s'il n'y a rien là-dedans. Et finalement, ça remonte au XVIIIe siècle. C'est le roi Louis XVI lui-même qui, de sa main, avait rédigé les instructions à la Pérouse. Et l'expédition de la Pérouse, c'était quand même une grande vision planétaire. Oui, mais ça n'était pas une prise de possession des terres. Absolument, absolument. C'était une mission scientifique. Mais il y a quand même un mythe scientifique d'exploration. Hein. Oui, mais il y avait en même temps le mythe anglais, il y avait Cook. Oui. C'est lui, du reste, qui a tout découvert, c'est Cook. Oui. C'est un débat. Je suis bien d'accord. Je te remercie de me rappeler l'ordre, mais j'y aurais pensé tout seul. Tu es vraiment gentil. On prend tous la parole. Deux conférenciers. On prend tous la parole. Est-ce que tu as une conférence tant que la France sera autant attachée à ses essais nucléaires, elle ne remettra pas en cause sa présence dans le Pacifique. C'est là la base même de sa présence. C'est pour ça que je disais que ça m'a semblé être balayé un peu rapidement tout à l'heure, l'intérêt militaire, parce que c'est la base même de sa présence dans le Pacifique. Nous n'avons pas compris qu'au fond, le miracle allemand et le miracle japonais, c'est qu'ils ont perdu la guerre. Voilà. Et qu'on les a empêchés de faire des armées. Alors ils ont fait autre chose, drôlement plus rentable. Ça, c'est un fait. Nous n'avons pas compris, en particulier, nous avons la nostalgie de l'Empire. Il y a une espèce d'imbécile qui est venu je ne sais pas où, qui a fait un empire français. Et puis, comme on ne peut plus être royaliste, on est impérial. Et on n'a jamais constaté, on n'a pas constaté qu'au fond, toutes les nations qui se sont constituées un empire colonial ont été ruinées par cet empire. L'Espagne, qui a été l'une des principales, mais aussi l'Angleterre et nous. Les Allemands ont la veine qu'ayant perdu successivement 2 guerres, on leur a enlevé tout. Alors eux, ils ont pu faire des choses sérieuses. Mais ça, il n'y a pas moyen de faire comprendre ça aux Français. Nous lions la grandeur et la puissance à des succès militaires. Alors que le succès militaire, c'est amusant, moi j'adore. Mais ça n'est pas vraiment intéressant sur le plan de l'avenir d'une nation. Au fond, nous nous sommes mieux tirés que d'habitude de notre dernière guerre parce que nous l'avons perdue au début. Ce qui a considérablement limité nos pertes. Mais des gens comme les Espagnols, par exemple, ont été ruinés par quoi? Par l'hémorragie d'hommes qui a foutu le camp. Ce qui coûte beaucoup plus cher que le peu de fric qu'ils ont pu récolter du côté de l'or des Incas ou des Aztèques. Et ça, c'est toute une rééducation à faire. Ça devrait être à l'école qu'on devrait apprendre ça. Mais non, nous continuons à rêver de gloires impériales. Non, parce que Mururoa n'a pas d'avenir. C'est vrai. Parce que de plus en plus, le monde entier est en train de découvrir, sauf la France, que le problème de l'utilisation d'une arme nucléaire n'est pas un problème possible et ne résout rien. Alors, Mururoa n'a pas d'avenir. Tout le monde commence à discuter de la suppression d'un certain nombre d'armes, y compris stratégiques, et on parviendra un jour à la suppression de ces armes-là. Donc, c'est pas ça l'avenir. Quand on n'aura plus Mururoa, on pensera à autre chose, mais on se cramponnera. Ça n'est plus la guerre ou une bataille gagnée qui donne la puissance, c'est bien autre chose, ce sont des problèmes économiques, des problèmes culturels, etc. C'est ça qu'on n'a pas réussi à faire comprendre aux Français. Mais ce que je voudrais dire quand même, qui sort un peu peut-être de sujet, je sais pas, je trouve pas. On a tout le temps, on a parlé de Mururoa, de cette idée, des politiques qui ne veulent pas lâcher, etc.
Mais moi, je suis persuadé que toutes ces choses, un certain nombre de politiques le savent, mais qu'ils sont totalement impuissants à aller contre. Et ils sont impuissants à aller contre à cause de l'organisation française, des institutions françaises. Et on ne se rend pas compte de ça. Je ne crois pas, par exemple, qu'actuellement, un gouvernement peut influer sur le fonctionnement du CEA et de Mururoa. Et qu'un gouvernement n'a pas le pouvoir de dire « vous allez cesser de me faire des expériences et vous allez vous replier ». Il n'en a pas le pouvoir, à cause d'un certain nombre de choses, particularités de chez nous. D'abord, nous sommes le seul gouvernement au monde qui a accepté de ne plus avoir, ou que la partie administrative n'ait plus la haute main sur les armées françaises, sur le ministère de la Défense. Personne n'a remarqué en France que le second du ministère de la Défense, il y a le ministre, bon. Mais en dessous de lui, il y a quoi? Il y a les ingénieurs de l'armement, c'est-à-dire le lobby polytechnicien. Et ce lobby polytechnicien n'est pas subordonné au ministre, c'est ça qui est extraordinaire. Vous entendez tous parler de la délégation générale à l'armement, par exemple. Bon. Eh bien, le délégué, il est délégué, ça a un sens dans le dictionnaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas à rendre compte au ministre de ses décisions, il les prend. Si on n'est pas content, on peut le changer au niveau gouvernemental. Mais on ne peut pas lui donner un ordre de marcher dans une direction. C'est lui qui fait la politique. Or, il est le second du ministère de la Défense. Et il a entre les mains tous les rouages du ministère de la Défense. Quand vous arrivez, par exemple, à la période d'il y a quelques années, où non seulement il y avait ce délégué général à l'armement, mais en plus, le ministre lui-même était l'ancien directeur du CEA. C'était extraordinaire comme mainmise. Et c'est à cette époque que vous voyez un certain nombre de discussions qui sortent. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle « Secret d'État ». Il y a un chapitre passionnant dedans. C'est l'interview de M. André Giraud, lequel André Giraud explique que se trouvant au CEA, il a décidé, lui, André Giraud, un jour, d'orienter la France vers la bombe à neutrons. Qu'il estimait qu'il n'avait pas à en rendre compte aux autorités politiques parce que ça ne les regarde pas. Il en a parlé incidemment, plusieurs années après, à Valéry Giscard d'Estaing. Mais il aurait pu se taire. Ça n'avait pas d'importance. C'est lui qui faisait cette politique. Et je crois qu'actuellement, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas donner un ordre au niveau gouvernemental au lobby polytechnicien. Mais actuellement, le délégué général de l'armement n'est pas un type qui vient du CEA. Hein. Non. C'est un ingénieur de l'armement. Oui, mais non. Si. Aussi haut, ça alors. Totalement, justement. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce ministère de la Défense. C'est SIA actuellement. Quoi? C'est SIA. Eh bien, il est ingénieur de l'armement. Ah ouais. Eh oui. Mais c'est un type qui est CNES, qui d'ailleurs Oui. un type du spatial, et c'est un type qui a été président directeur général justement de l'Ifremer. Il est du lobby polytechnicien. Je crois qu'il y a eu en France quelque chose. Je crois qu'il y a eu en France quelque chose dont personne ne s'est rendu compte. Ça a été un partage, un Yalta intérieur à l'État français. À la fin des années 40, le lobby polytechnicien était celui qui fournissait finalement le haut gratin de l'administration. Puisque du Polytechnique, tu passais à l'inspection des finances, tu passais à tous ces trucs-là. Bon, c'était eux qui régnaient sur l'administration. Et puis, on a inventé l'ENA, qui les a détrônés de l'administration. Alors, je pense qu'il y a eu un partage. Le lobby polytechnicien ne se bat pas pour essayer de récupérer l'administration, mais l'ENA, qui a fourni la plupart des politiques, n'a pas le droit de foutre son nez dans ce que fait le lobby polytechnicien sur le plan économique. Et ça, c'est une chose, on en parle ouvertement à l'étranger. En France, on n'en parle pas. Mais quand tu vas en Allemagne, en Belgique ou ailleurs, on en parle de ça, de cette étonnante organisation et du lobby polytechnicien. Et on ne peut pas leur donner d'ordre. Que si nous essayons de nous maintenir par la force, en faisant des entourloupettes comme on en a fait du côté des Nouvelles Hébrides, ou comme on en a fait ces dernières années, à UVA ou ailleurs. Voilà mon opinion. Je crois qu'il y a effectivement une voie valable, qui est d'aider suffisamment les gens à qui on donne l'indépendance pour qu'ils conservent avec vous des liens d'amitié et des intérêts. Je crois. Nous avons très mal quitté l'Algérie. Bon, il y a pourtant maintenant quand même un petit retour, un resserrement des liens et autres, parce que c'est tellement plus commode de marcher avec les gens qu'on connaît et dont on parle la même langue
qu'on ne cherche pas de soi-même à aller trouver d'autres aides, pas protecteurs, d'autres aides. Je crois qu'il y a un problème, par exemple, qu'on soulève de temps en temps à propos de toutes nos îles et tout, qui est le fameux problème des stations de télécommunication, des stations de direction spatiale, etc., que ça nous permet d'avoir à travers le monde entier un réseau de télécommunication. C'est un de leurs arguments sur la puissance mondiale moyenne. C'est un de leurs arguments sur la puissance mondiale. Mais c'est un fait aussi qu'avec un certain nombre de pays, y compris indépendants, il est extrêmement facile pour des puissances qui ont conservé des liens avec eux d'effectuer la location des bases nécessaires sans avoir pour ça à maintenir une présence militaire et une présence de souveraineté. Nous-mêmes, nous travaillons avec le centre d'essai des Landes. C'est là que nous essayons nos engins. Bon. Il fallait avoir une base, un réceptacle à l'endroit où arrivent les engins, pour faire les mesures à l'arrivée des engins. Et ces engins, ils arrivent au milieu de l'Atlantique, du côté des îles portugaises et espagnoles. Eh bien, nous avons loué là-bas, à Flores, nous avons un emplacement à Flores que nous payons tranquillement. Flores, c'est où? C'est aux Açores. Aux Açores. Aux Açores. Et là, ça ne nous coûte pas, en tout cas, la présence de souveraineté qui coûte toujours extrêmement cher. Ça leur donne de l'argent, ils ne sont pas prêts du tout à lâcher. Et ça permet de travailler exactement suivant nos besoins. Si la Guyane, parce que la Guyane, elle a un effet de domino, qui est le fait que les deux autres Guyanes sont indépendantes. Ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie qui fera l'effet de domino sur la Guyane française. C'est le fait que les deux autres Guyanes, Suriname et l'autre, bon, elles sont indépendantes. Et ça, c'est les frontières directes. Ça se touche, là, directement. Vous voyez ? Je crois que si la Guyane, un jour, avait son indépendance, il serait extrêmement facile de négocier la présence du site de lancement d'Ariane. Et de le négocier même à l'échelon européen, ça n'a aucune importance. Vous voyez ? C'est pas vrai qu'on serait chassé. On est chassé que si on se cramponne, et si on se cramponne par des saloperies. C'est ça la chose. C'est là alors qu'on s'attire des haines et des rancunes.